Pourquoi la folie spécialement ici et pas ailleurs, alors qu'il y a plein d'autres régions de France? Lesquelles? Moi, je vois pas d'autres régions qui Je sais battent. pas, les Cévennes, par exemple, c'est Ah, bien on remarque que éloigné. les Cévennes, un petit peu, mais c'est quand même pas au niveau, parce que si je compte les affaires en Cévennes. La Terre de la Folie, la fin est le produit de discussions qu'on avait à la maison sur le film. C'est Luc qui a trouvé qui a voulu le reproduire un peu ma position sur le film et arriver un peu à cette forme de dispute de la fin. Mais c'est un produit maison. Oui, le principe était d'introduire le contraste entre une discussion à deux dans un cadre serré, et puis on élargit le champ et on s'aperçoit que on est dans un décor naturel immense où on voit à des kilomètres carrés qui rend un peu bête ces disputes familiales. Oui, mais par rapport à Genèse, par exemple, la fin de Genèse, elle n'a Oui, pas. oui, la fin de jeunesse, bon, c'est un retour, un point de vue sur le film aussi. Mais j'ai déjà dû le dire, ça se faisait fréquemment à l'époque que on mettait un peu le film dans le film. Et d'ailleurs, même Hitchcock, au dernier plan de son dernier film, alors qu'il était très discret avant, a, a montré que les personnages jetaient un petit coup d'œil coquin à la caméra. That's all jokes, semblait-il vouloir dire pour terminer son œuvre. Il y en a d'autres. Et puis, il y avait surtout l'exemple de Jodorowsky qui a fait la même chose dans The Holy Mountain, où euh, on voyait la folie à l'œuvre durant le film, et puis ensuite, il dit zoom back, et on voit toute l'équipe de film. Et il devait y avoir une vingtaine de techniciens en train de filmer. La fin, d'ailleurs, est ambiguë parce qu'on a tourné ça à 7 heures du matin pour profiter de la lumière avant l'arrivée de l'orage. Et je suis parti un peu à droite de l'écran qui était obscur dans le Schwarz, comme on dit, et on a l'impression que c'est Antonietta qui m'envoie balader dans l'abîme. Et puis l'ingénieur du son a ajouté Ouais. un coup de fusil sur le générique. Et notre fille, quand elle a vu le film, elle m'a dit, je veux pas voir dans deux films de suite. Il y a mon père qui est tué par ma mère. Les deux films, c'est Le prestige de la mort et la terre de la folie. C'est d'ailleurs un thème fréquent là. Par exemple, Nicolas Ray, dans Lightning Over Water, il filmait sa mort avec l'aide de Wim Wenders. Et déjà René aussi, il a inclus des scènes comme ça dans ses derniers films, où il fait semblant un peu d'être mort. Ah, je crois la reconnaître. Ça doit être mon arrière-grand-tante Marie, morte à 7 mois d'une diarrhée verte. Ah, c'est fou ce qu'on se ressemble. Oh, bah, parce que c'était devenu trop courant. Ça a été le titre d'un chapitre, mais je pense que c'était mieux comme ça.
Euh, C'était trop banal. Donc, il y a eu les deux, un titre de chapitre, euh, notamment à propos de bar. Je disais que c'était de l'art et du cochon, parce qu'il y avait une partie documentaire, et puis soudainement, ça virait vers la fiction. Parce que Bah oui, quand quelqu'un passe le tourniquet du métro avec une fille sur le dos, bah ça passe. Mais dans bar, il le passe avec deux ou trois filles sur le dos. oui, qu'est-ce que tu veux dire? Que du lard du cochon, c'est documentaire, fiction. C'est quoi Euh, le lard et le cochon de l'un des deux? bah, l'art, c'est de mettre quelqu'un avec. Il y avait même un petit garçon, il me semble. Comme ça, c'était à la limite du possible, qui passaient la barre Ça, ensemble. c'est l'art. Ça, c'est l'art. Ah, et le Et, cochon, et le cochon, c'est ça, simplement. c'est le documentaire. Oui, oui, C'est oui, oui, oui. là. D'ailleurs, le film est un bon exemple. J'ai appris la technique pour tourner dans une tanière de cochon, dans une porcherie. Et c'est très dangereux parce que c'est gros un cochon et ça remue. Et le truc, c'est pour un opérateur et pour le réalisateur de toujours être près de la sortie. Sinon, il risque d'être piétiné. Par les cochons. Oui, Mm. Bon. c'est un des commandements nécessaires dans le cinéma. Il y a plusieurs petites lois comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de très normal. Je vis toujours un peu à côté de la réalité. Venez voir ma filmothèque. Oui, effectivement, mais ça, c'est le naturel des acteurs. Et il y a la femme qui parle de l'assassin qui avait étranglé sa fille et qui l'avait coupée en morceaux. Pas des acteurs. Eh, eh bien, euh, Des témoins, c'est oui, des les témoins. témoins. Il semblait très gentil. Enfin, je veux pas dire que euh, je euh, je veux pas dire que j'aurais pas fait comme lui. Merci. Oh. Euh, Mm. oui, que finalement c'était quelqu'un de banal, mais là, j'étais pas d'accord quand il a fait ça, ce qui fait rire beaucoup de gens. Et puis aussi, il y a le mec dont la femme a été agressée par un assassin et qui dit, oh bah oui, j'ai détourné le couteau qu'il avait, mais du coup, j'ai blessé ma femme. Oui, mais la question, c'était ton cadre n'est pas si neutre que ce que tu voudrais. Bah, je montre les bizarreries de la vie. Quand il y a quelque chose de bizarre, euh, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, il y avait une formule des assassins. Lorsque quelqu'un en parle, il dit toujours, à propos du crime, il avait fait son métier. C'est ça? Son Il avait travail. fait son travail. Une nouvelle définition de faire son travail que n'avait pas imaginé Karl Marx. Et comme ça, le meurtrier ne pouvait pas en voir à l'interviewer. Et j'ai trouvé l'expression dans plusieurs endroits du film et dans plusieurs lieux. J'aurais pu l'intituler Faire son travail. Et c'était marrant parce que, par exemple, mon producteur a cru, en voyant le film, que tout était imaginé par moi. Alors que au bout d'une heure vingt, il y a une référence à l'affaire Dominici et à l'affaire du mec qui qui avait tué une petite fille un peu à l'écart du village.
euh, il y avait cette même distance qui n'existait pas toujours. Parce que là, à la mode du Caire, ou à côté de la mode du Clerc, l'avocat qui était venu pour la reconstitution a été maître Lombard, je crois, Leclerc, oui, il est très connu, a été un peu bousculé par la foule, il est revenu un peu hors sang. C'est assez courant dans ces endroits-là. Les gens n'aiment pas qu'on parle de leur passé sinistre, les passés sinistres de la commune. Ils ont peur que ça rejaillisse sur la fréquentation des gens. Il y avait la même chose à Saint-Michel-l'Observatoire, où mon assistante, qui avait un peu forcé, elle n'était pas très diplomate, mais enfin, faut le savoir, dans ces cas-là, qui est venu voir le maire de Saint-Michel-l'Observatoire en lui disant, ben, c'est pas un peu curieux, euh, cette petite ville où 500 habitants, où quelqu'un tue le curé et où un SDF vient se suicider devant la chapelle. Donc, pratiquement, on a été interdit de tournage. Mais enfin, on est venu incognito et la gardienne de la chapelle, euh, lorsqu'elle m'a vu arriver, je lui ai dit, ah bah c'est parce que ma petite fille est à côté, elle aimait beaucoup cette chapelle. Est-ce que vous pouvez nous la montrer, s'il vous plaît? Et il nous a fait faire la visite, et puis je lui ai donné 10 euros de pourboire. Voilà comment il faut pratiquer dans les reportages. J'ai accepté de faire un exposé avec toi. Le cinéma américain, art ou usine à mythes. Pas mal. J'ai pensé qu'un spécialiste comme Léon pourrait nous aider. T'as rien à faire cet après-midi. Oh, cet après-midi, c'est que je ne suis pas un vrai spécialiste. Tiens, téléphone à Jacques. Ça, c'est pour toi. Hein. Oui, documentaire ou fiction, bah, ça se Les critiques de cinéma. Moi, Oui, oui, bien sûr, parce que le critique de cinéma analyse un film et nous, on analyse la réalité. Dans le cadre de la fiction, c'est pas forcément la même chose. Si on fait 2001, encore, on peut pas dire que Kubrick analyse la réalité. Et ça vaut pour des films moins étranges que 2001. Puis là, souvent, sa fiction s'est fondée sur une réalité tragique et connue de lui seul, notamment dans La Gueule ouverte. Bah, je sais pas. Non, non. De toute façon, c'est souvent mélangé. Il y a les documentaires les plus célèbres, Nanook et Las Ourdes de Buñuel, sont des documentaires, mais effectivement, il y a des plans qui relèvent de la fiction, comme celui où Buñuel a, euh, a tiré sur une chèvre pour qu'elle tombe dans le champ. Personne s'en est aperçu, simplement en scrutant le film attentivement et en voyant un peu de fumée, a compris que c'était une supercherie. Et puis dans Nanook, c'était impossible de tourner dans un igloo aussi réduit des scènes où la petite équipe de tournage devait figurer, il n'y avait pas la place. Donc il a pratiquement trouvé un igloo plus grand où il l'a fait agrandir et je ne sais pas c'était lequel. Toi, quelle est la différence quand tu tournes une fiction, quand tu tournes un documentaire? Bah, je me pose pas trop le problème. En plus, il y a des fois, dans mes films, il y a des plans qui touchent à une réalité vécue par moi et mes proches.
Je crois que j'ai été déboussolé par la paranoïa de mon père, qui avait milité avec ardeur pour Staline, puis pour Hitler et les néo-nazis d'après-guerre, et ensuite pour Enver Hoxha, Mitterrand et Mao. Mon père avait été très perturbé par les comportements des membres de sa famille, originaires des Alpes du Sud. Ouais, Oui, j'avais fait une première étude à 16 ans, une bourse Elijah sur les aspects humains des Alpes du Sud et qui en parlait un petit peu de cet aspect. C'était l'époque où les paysans, lorsqu'un Parisien leur demandait leur chemin pour aller à un endroit ou pour faire du stop, ils leur jetaient des pierres. Bon, ben c'est un peu excessif, mais la pierre était une arme favorite. Et parce que le Parisien qui était supposé friquer euh, voyait leur réalité d'un œil condescendant. donc, est-ce que tu es parti de l'histoire de ta famille pour faire la Terre de la Folie? Oui, oui, bien sûr. Et puis, j'avais découvert, bon, je fais partie, il y avait le syndrome des Roustans, mais mon grand-père, mon arrière-grand-père euh, paternel, du côté paternel, où effectivement le syndrome de la folie est beaucoup plus répandu. Mais, mais pas seulement. Donc, je parlais de ma cousine Noémie, qui était un peu folle, mais une folie très sympathique. Et puis de sa fille, qui, violée à 13 ans par son patron, le propriétaire de l'hôtel, a passé 30 ans en hôpital psychiatrique. Et aussi, j'avais découvert assez récemment ce qui m'avait été suggéré par mon grand-oncle de façon très délicate, c'est qu'il y avait mon cousin au 10e degré, Séraphin, qui en 1900, je crois, était pas content parce que le garde champêtre avait déplacé sa chèvre de 10 mètres et pour se venger, il a tué à la fois le garde champêtre, le maire qui était le donneur d'ordre et la femme du maire. Donc 3 morts. Il est mort d'ailleurs on n'appelait pas ça hôpital psychiatrique, en Asie, 7 ou 8 ans après. C'était lui qui venait à l'église en chemise. À l'époque, la chemise, ça descendait jusqu'aux genoux. C'était le vêtement de base. Alors bon, mais c'était pas très décent pour aller à l'église. Oui, mais on savait effectivement, il y avait le curé qui se prenait pour le Christ Voilà, c'est de ça et que je qui, voulais vous parler. C'est de cela que je voulais vous parler, parce que j'ai à peu près votre âge. Et j'étais très jeune quand on parlait de ce Christ. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce curé? je sais pas, j'ai pas suivi. Ça Ah faisait oui, un peu rigoler, mais il oui, y oui, avait oui. des adeptes. Et à Belfort, on parlait beaucoup de cela. Donc, voilà encore une Oui, célébrité de votre région. oui, oui, C'est parti du Pentagone, c'est ça? oui, 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 oui. Enfin, un peu presque, parce que Montfavet est quand même un peu loin du Patagone. Il est à 40 kilomètres. Mais peut-être était-il né dans le Pentagone. Ça, c'est comme le grand défaut du film, c'est que j'ai pas parlé de Joël Gaillard qui avait assassiné le petit copain grand-mère, de sa grand-mère, qui avait 83 ans, à coups de machette. Il trouvait ça immoral, cette liaison, euh, qui, qui ne respectait pas la mémoire de son grand-père.
Il est hors et qui Pentagone. s'est servi, non, non, il est dans le Patagone, et qui l'a tué à coups de machette à 83 ans. Je l'avais pas mis dans le film parce que ça s'est produit à Gap, mais j'ai appris après qu'il était de Lassos, qui est dans le Patagone et qui avait commis des infractions parallèles à Barcelonnette, qui est en plein Patagone. C'était le vengeur moraliste. Il s'était d'ailleurs évadé de l'asile, mais il a fini par revenir dans la région, je crois. Il y a eu des disputes, enfin, parce que c'était un peu gros. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu par la suite. Merci à vous. Merci. Au revoir, Luc. Merci Au Antonio. Au revoir. revoir, au revoir. Bonne fin de festival. Bonne journée à vous.